Tous politiques. En direct sur France Inter, avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. Marc Fauvel. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Notre invité ce soir est le coprésident du parti de gauche. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. La semaine qui s'achève aura été marquée par la mort d'un jeune étudiant militant d'extrême gauche tombé sous les coups d'un skinhead à Paris. Vous nous direz si le gouvernement a fait le bon choix en décidant de dissoudre le groupuscule auquel appartient l'agresseur. Il sera également question de la réforme des retraites qui se profile. Qui va payer? Les retraités, les patrons, les fonctionnaires ou alors tous les Français? Vous nous direz ce que vous pensez des pistes qui ont déjà fuité dans la presse alors que vous venez de participer cet après-midi à une marche des femmes contre l'austérité. On évoquera également le bras de fer entre l'Europe et la Chine, l'affaire Tapie et bien d'autres thèmes encore. Pour vous interroger ce soir, Bernard Pellegrin de l'agence France Presse et Arnaud Le Parmentier du Monde. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et comme chaque dimanche, les questions des auditeurs de France Inter, vous pouvez les poser au fil de cette émission sur Twitter en les accompagnant du mot-clé Tous Paul. Elles seront posées à Jean-Luc Mélenchon d'ici à 19h. Tous politiques. Et avant de débuter, Jean-Luc Mélenchon, une voix qui vient de disparaître. Écoutez, c'était en 1983. Appeler l'ensemble des Français à l'effort implique que cet effort soit justement réparti. Le gouvernement y veillera avec un soin tout particulier. Voilà la différence entre la rigueur de gauche et l'austérité de la droite. La voix de Pierre Mauroy qui vient donc de s'éteindre, vous l'avez reconnu. Est-ce que c'était votre socialisme, Pierre Mauroy? À l'époque, oui, sans aucun doute. C'était le programme commun, car depuis 2 jours, je vois qu'on insiste beaucoup sur Mauroy, la rigueur, et le moment où on tourne, ce qui est une manière de laisser entendre qu'au fond, on ne pourra jamais rien changer à la vie des hommes. Ce n'est pas vrai. En 1981, une œuvre immense a été accomplie. C'est pas seulement l'abolition de la peine de mort, qui est d'heureuse mémoire, ou la dépénalisation du crime d'homosexualité, parce qu'à l'époque c'était un crime, mais ça a été aussi la nationalisation de toutes les banques, la retraite à 60 ans, les 39 heures, la 5e semaine de congés payés, et toutes ces choses ont été ensuite protégées, notamment par François Mitterrand, qui a refusé de signer les ordonnances de privatisation. Et Pierre Mauroy restera pour moi, je pense, et pour beaucoup de gens, l'homme qui a mis en place toute cette politique dans des conditions effroyables, puisque vous vous souvenez que nous avons eu 3 dévaluations ou 4 dévaluations, un emprunt forcé et un contrôle d'échange, quelque chose qui d'ailleurs ensuite a justifié, après 83, que le mouvement socialiste se demande comment riposter efficacement au mur de l'argent. Et alors nous avions pensé qu'il fallait construire l'Europe comme un nouvel ensemble qui nous permettrait de faire ces réformes hardies. Donc de grâce, ne réduisons pas Pierre Mauroy. Mais osons quand même une petite comparaison. Vous allez nous dire ce que vous en pensez de cette comparaison. Oui. Est-ce que Jean-Marc Ayrault, en 2013, est dans la même situation de réévaluation d'une politique, de confrontation réelle que l'était Pierre Mauroy en 1983? Les mots qu'on vient d'entendre de Pierre Mauroy pourraient être prononcés aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault. Oui. Mais mettons-lui à son crédit le fait que réellement il croyait ce qu'il disait. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. Bien sûr que non. Pierre Mauroy le croyait. Nous avons tous été fauchés à l'époque par la violence du choc que nous recevions, qui n'était pas prévu. Alors on peut en rire maintenant, mais à l'époque, on pensait réellement qu'on allait faire le socialisme. On l'écrivait dans nos textes, on pensait que le programme commun, c'était une première étape, qu'on allait montrer ce dont on était capable. Et la leçon qui en a été tirée, ça a été de changer la perspective stratégique. Mais à l'époque, on croyait ce qu'on disait. Depuis, on ne peut pas croire à des sornettes pareilles, car on sait que le capitalisme s'étant transnationalisé, financiarisé, le rapport de force se dessine d'une toute autre manière. Mais il faut déjà accepter le rapport de force. Le cas de Jean-Marc Ayrault est pitoyable. Lui, il n'est dans aucune logique de rapport de force. Il a cédé, il ne réévalue pas sa politique. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce que François Hollande avait annoncé, bien sûr, avec beaucoup moins de clarté que ce qu'il est en train de faire. Mais à partir du moment où il avait dit qu'il viendrait aux 3% de déficit dans les délais indiqués, ça voulait dire 60 milliards d'euros retirés de la dépense publique. Moi, je l'avais dit pendant la campagne, personne ne m'a cru. Pierre Mauroy avait dit à Lionel Jospin, ouvrier n'est pas un gros mot. Est-ce que vous pensez que Pierre Mauroy, finalement, est celui qui incarnait le lien des socialistes avec la classe ouvrière et que ce lien a été durablement perdu et passé soit au front de gauche, soit à l'extrême droite, soit à une autre partie de la droite? Alors là où vous avez raison historiquement, c'est que Pierre Mauroy
par son histoire, par la tradition de la Fédération socialiste du Nord, incarnée dans le mouvement socialiste, cette jonction avec le prolétariat ancienne manière, si vous voulez. Hein, ça, c'est vrai. Ensuite, ce n'est plus vrai parce que lui avait mis tout ça à distance. Même si il faut au congrès de Metz en 78, si je me sais plus, en 78, il s'oppose à l'union de la gauche. Oui. Il est social-démocrate avant l'heure. Disons qu'il est les fesses entre deux chaises, quoi. Hein, entre François Mitterrand et la ligne de l'union de la gauche, l'accord avec les communistes, et puis Michel Rocard qui disait bon, les communistes, ça commence à bien faire, on n'en veut pas. Il était pour une formule bizarroïde. Ceux qui nous écoutent doivent croire que je fais de la préhistoire du socialisme. Ça s'est passé comme ça. Il y a des gens qui ont des souvenirs politiques des oui, années 70 et 80, heureusement. Oui. J'étais fort jeune, mais j'étais délégué à ce congrès, donc je m'en souviens très bien. Et donc Pierre Mauroy était entre les deux. À la fin, il est tombé du bon côté, c'est-à-dire qu'il a aidé François Mitterrand. Alors ça c'est vrai, mais après il a mis tout ça à distance. Et ceux qui représentaient la tradition du lien avec le mouvement ouvrier, c'était la gauche socialiste que j'animais avec Drey et Lindemann à l'époque. Bon, nous on cultivait ça, le lien aux mouvements sociaux. Tout le reste du parti nous regardait avec beaucoup de hauteur et d'amusement parfois même. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on revienne maintenant sur la mort cette semaine de cet étudiant à Paris, Clément Méric. Le principal suspect a été mis en examen ce week-end, poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui signifie que l'intention de tuer n'a pas été reconnue par le juge d'instruction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans ce choix? Oui, alors commençons d'abord par dire, bon, je vais répondre précisément à la question pour ne pas le contourner. Oui, en effet. Je pense qu'une fois de plus, on ne prend pas la bonne mesure de la situation. Dans la tension des relations sociales et culturelles, surtout le vieux continent, est revenue la vieille confrontation entre les deux grands principes qui nous opposent dans la vie, ceux qui croient à l'égalité naturelle des êtres humains et ceux qui n'y croient pas. L'extrême droite représente la version exagérée, aboutie, avouée de ce refus de l'égalité. Donc ne nous étonnons pas de cette montée vers les principes les plus fondamentaux dans nos sociétés. Il faut donc être très vigilant pour que ce soit pas eux qui l'emportent. Il y a un danger, il a été sous-estimé, notamment par la mode stupide qui consiste à renvoyer dos à dos, comme on dit, les extrêmes, et parfois même on me range dedans, ce qui ne manque pas d'indignité. C'est-à-dire que quand on prend le fait tel qu'il s'est passé, on a l'impression tel qu'on l'a, que ce sont deux groupes de personnes qui se reconnaissaient, qui se sont rencontrés, et que ce sont les gens, les amis de Clément Méric qui ont commencé par donner des insultes. Je ne dis pas que ça justifie de se faire battre à mort. De l'affaire. Mais que des jeunes, attendez, alors bon, les faits, vous ne les connaissez pas mieux que moi, je ne le dis pas pour être malgracieux avec vous, mais peut-être je crois les connaître mieux que vous parce que je dispose du contact qui vous fait peut-être défaut. Mais il y a quelque chose qui vous fait dire aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui avait intention de tuer. Évidemment, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, le procureur, lui, avait parlé d'homicide volontaire. Oui, le juge, je me permets de faire remarquer respectueusement, car je respecte la justice, que la mort sans intention de la donner, non, ce n'est pas vrai. Que deux bandes s'entre-invectives, je vais vous dire que je trouve normal, je pèse mes mots, je trouve normal qu'un jeune élevé dans la tradition républicaine, s'adressant à un autre jeune qui porte tatoué sur son corps l'honneur du sang, le charrie. Je trouve ça normal. Hein. Je voudrais le dire. Donc c'est pas une bataille de récréation. Non, ce sont des principes. Et en fait, de cours de récréation. Et il y a une agression, car ces jeunes ont signalé que ceux qu'ils avaient en face d'eux étaient armés. Et je veux dire quelque chose. Ce jeune homme est mort quasi instantanément des coups qu'il a reçus. L'arête du nez enfoncée dans le crâne. Un tel résultat ne s'obtient pas par un point nu. Je pèse mes mots, ne s'obtient pas par un point nu. Par conséquent, il a été frappé, comme le montrera l'enquête, avec un objet. Cet objet, vraisemblablement, est un poing américain, puisqu'on en a retrouvé d'autres chez l'intéressé. Le poing américain est une arme de 6e catégorie que l'on n'a pas le droit de transporter. La loi est hypocrite. Je demande qu'on interdise purement et simplement la vente des poings américains et des armes de cette 6e catégorie, parce qu'il est hypocrite de dire qu'on a le droit d'en acheter, le garder à la maison, mais pas de l'emmener avec soi dans la rue. Alors pourquoi le juge n'a pas retenu la volonté délibérée de tuer? Je ne sais pas, mais je donne mon avis. Je respecte sa décision, mais je donne mon avis et je trouve que tout ce qui minimiserait
serait une erreur, car, et j'y viens, après avoir dit que je souhaite l'interdiction de ce type d'armes, j'y viens, le danger est croissant, ces bandes d'extrême droite sont de plus en plus violentes, les événements touchant à Clément Méric au contraire, ne les ont pas calmés, mais au contraire poussé à de nouvelles exagérations. Vous faites un lien avec la Manif pour tous? Alors, je fais surtout un lien entre ces groupes et l'extrême droite, et je suis très étonné que l'on ne soit pas plus curieux des rapports qui existent entre le Front National et Madame Le Pen, intuitu personné. Nous n'avons aucun rapport avec ces groupes d'extrême droite, vient de déclarer Marine Le Pen chez nos confrères de BFM. Je vous remercie de faire cette citation, parce qu'elle montre que Madame Le Pen ment. Madame Le Pen, selon M. Ayoub, le chef de cette bande de petits nazillons, dont je voudrais signaler qu'il a été condamné et fait de la prison pour du trafic de drogue. C'est quand même un personnage qu'on invite maintenant pour prendre son avis, mais je voudrais quand même qu'on se rappelle qui est ce bonhomme. Et cet homme lui-même a expliqué dans les Inrecuptibles, donc on ne peut pas dire que c'est dans l'humanité, hein, qu'il a fréquenté Madame Le Pen, qu'il a soutenu son accession à la direction du Front National, qu'elle l'a rencontré, qu'ils ont dîné ensemble parce qu'elle voulait bien comprendre sa démarche. Alors, comment agir? Et attendez, et je suis témoin personnel du fait que M. Ayoub était présent sur les marchés des Nains-Beaumont, dans une circonscription où son mouvement n'avait pas de candidat, et ils étaient là en soutien de Mme Le Pen. Donc quand elle dit « je ne les connais pas », ce jour-là, elle lui a serré la main, elle le connaissait. Donc il y a un lien entre l'extrême droite du Front National et les bandes armées qui sont là. Et je finis en disant que j'estime que leur interdiction est une urgence, pas seulement le Front révolutionnaire, je sais pas quoi, là, de la jeunesse, ce machin de Nazillon, mais également la troisième voie, le bloc identitaire et tout le reste, ceux qui ont occupé la mosquée. Et le Front National alors? Attendez, je suis en train de parler des bandes qui ont ces activités de violence observées, repérées dans la rue. Le ministre de l'Intérieur a fait preuve d'un très grand laxisme sur le sujet parce que ça l'intéressait. C'est la question qu'on voulait vous poser un petit peu. C'est est-ce que vous avez le sentiment que, à travers cette affaire, il y a eu quelque part, non pas manipulation, mais en tout cas qu'on a tenté de s'en servir à des fins politiques après l'épisode mariage pour tous, etc. Non mais tenter de se servir à des fins politiques, tout est politique là-dedans, y compris le meurtre. Ce n'est pas une bataille pour des chiffons, c'est une bataille entre un groupe de jeunes et un qui, avec un poing américain, frappe à la face 2 fois quelqu'un qui pèse la moitié de son poids et qui fait 1m60. Attendez, c'est pour vous dire que tout est politique là-dedans. Ces jeunes, ces deux bandes... Ces jeunes... We're marching to a faster pace.